C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'actualité sur RTI 1. Bonsoir. À la une ce soir, cet échange entre le président Alassane Ouattara et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Le chef de l'État ivoirien a évoqué avec lui les préoccupations de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, notamment la situation dans les pays en transition que sont le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. La 30e assemblée annuelle de la Banque africaine d'import-export à Accra au Ghana. En 30 ans, Afreximbank a décaissé plus de 54 000 milliards de francs CFA au profit de l'économie africaine. Eugène Aka Awele a représenté sur place le chef de l'État ivoirien. 71,28%, c'est le taux de réussite au certificat d'études primaires élémentaires CEPE 2023. Sur les 654 531 candidats ayant pris part à l'examen, 454 886 ont été admis. Et puis la date de la célébration de la fête de la Tabaski 2023 est connue. Ce sera le mercredi 28 juin prochain. Le COSIM en a fait l'annonce aujourd'hui. Bienvenue à tous, nous sommes ravis. Dans l'actualité, ce mardi, le chef de l'État a reçu au palais présidentiel le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Leonardo Santos vient d'être nommé. Le président Alassane Ouattara a évoqué avec lui la situation au Mali, en Guinée et également au Burkina Faso, des pays en transition où la tenue des élections dans les délais proposés est souhaitée par la CEDEAO. Viviane Aïma. Nommé récemment par le secrétaire général des Nations Unies comme représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simayo est venu échanger avec le président de la République Alassane Ouattara et requérir ses avis sur la situation sociopolitique dans la sous-région ouest-africaine. Les différents coups d'État qui ont eu lieu au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, entraînant un arrêt du fonctionnement régulier de ces États, apparaissent comme des freins au progrès et au développement de l'ensemble de la sous-région ouest-africaine. Monsieur le représentant spécial est un frère de Mozambique, M. Simao, qui a eu une très grande expérience internationale, et bien sûr dans le gouvernement mozambicain, avec le président Chissano. Et là, nous sommes heureux de le recevoir en Côte d'Ivoire pour le féliciter pour son affectation au Sénégal pour couvrir l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Et je lui ai indiqué nos sujets de préoccupation que nous connaissons tous très bien. En Afrique de l'Ouest, les pays en transition pour lesquels nous souhaitons des élections dans les délais qui ont été proposés par les autorités en place pour que la Côte d'Ivoire, qui a soutenu ces pays pour la sortie de crise, puisse avoir des voisins qui sont donc avec des régimes démocratiques et des dirigeants élus. Ceci est important pour l'Afrique de l'Ouest. Nous avons de nombreuses élections cette année et l'année prochaine. Et nous souhaitons que ces différents pays puissent également intégrer ce calendrier. Monsieur le représentant spécial, la Côte d'Ivoire a comme voisins, comme vous le savez, le Burkina, le Mali et la Guinée, qui sont tous les trois des pays en transition, des pays où il y a eu des coups d'État. Bien sûr, nous sommes préoccupés par cette situation. Et j'ai indiqué au président de transition que nous souhaitons des élections dans les délais qui ont été arrêtés par la CEDEAO. Nous avons un sommet le 9 juillet à Bissau et bien évidemment, nous ferons le point de cette situation. Nous aurons l'occasion de vous revoir et d'avoir votre évaluation de la situation. Je remercie Son Excellence le Président pour me recevoir et aussi pour soutenir ma candidature pour cette poste-là. Et je suis là pour aider et soutenir les efforts que la région fait, travailler pour que la région soit une région de paix, de stabilité et pour le développement. J'ai salué aussi les bons résultats qui sont en train d'être obtenus
Il a le cas de Nigeria, qui a fait des élections paisibles, et aussi à Guinée-Bissau. Donc il s'agit de victoires de la région. Je suis sûr que l'espérance que la région a, avec le soutien de la communauté internationale, d'autres succès seront enregistrés. Leonardo Santos Simayo succède ainsi au Tchadien Mahama Saleh Anadif, nommé depuis 2022 ministre des Affaires étrangères dans son pays. La 30e Assemblée générale annuelle de la Banque africaine d'import-export Afreximbank se tient à Accra, au Ghana. Plusieurs accords de financement ont été signés avec notamment des pays d'Afrique et des Caraïbes. Il représente sur place le chef de l'État ivoirien. Eugène Aka-Awele a été reçu par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Notre envoyé spécial sur place, Didier Nguessan. Depuis sa création, Afreximbank a décaissé plus de 90 milliards de dollars, soit 54 000 milliards de francs CFA, au profit des économies africaines. Nous pouvons réduire les dettes africaines parce que nous pourrons financer nous-mêmes nos investissements par nos propres moyens. Les monnaies africaines deviendront convertibles en Afrique, ce qui permettra de réduire les coûts des transactions à l'international. Il est un projet qui permettra de transporter des biens du Cap en Afrique du Sud au Caire, en Égypte, sans tracasserie. Il existe pour cela un projet de décaissement de 20 milliards de dollars en 5 ans depuis 2021. Il sera doublé d'ici 2026. En 2022, la Banque panafricaine comptabilise 31 milliards de dollars, soit plus de 18 000 milliards de francs CFA de garanties et d'actifs. À la même date, les fonds d'actionnaires sont estimés à 5,2 milliards de dollars, l'équivalent de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Le Ghana a été le premier pays à bénéficier de la transaction financière d'Afreximbank. 30 ans après, la même banque a permis au pays de résoudre son problème de trésorerie, selon le président Nana Akufo-Addo. Afreximbank est engagé pour le développement du continent. Ses objectifs concordent avec ceux de la ZLECAf. Il est important de se doter d'institutions fortes en Afrique. Les institutions financières internationales ont transformé une crise de trésorerie en crise financière. Elles fragilisent ainsi notre économie. Afreximbank nous a permis d'éviter le défaut de paiement. Plusieurs pays, dont le Ghana et le Malawi, ont signé un partenariat d'accord de financement avec la Banque trentenaire. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, représentait le président de la République, Alassane Ouattara, à ses assemblées annuelles. Je suis porteur d'un message de la part de son Excellence, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour son très cher bien-aimé président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo. Il s'agit bien sûr de Afreximbank, qui est une banque panafricaine qui donc se veut à l'avant-garde dans la promotion du commerce et des relations entre les pays africains. Au moment où on parle de ZECLAF, d'échanges entre les différents pays africains, je crois que c'est un moment extrêmement important. C'est quelque chose de très important pour nous. La première transaction que cette banque a fait il y a 30 ans, c'était une transaction avec Ghana Cocoa Board. Alors depuis là jusqu'à aujourd'hui, on a un contact très étroit avec la banque. La banque fait beaucoup de travail pour nous tous, pas seulement pour Ghana. Les responsables d'Afreximbank se sont engagés à davantage promouvoir l'intégration régionale par le biais du commerce intra-africain. La 7e édition du Salon international Vivatech en France, c'est le plus grand événement européen dédié aux startups et nouvelles technologies. 2 ministres ivoiriens y ont pris part. La douzaine de startups ivoiriennes présentes a reçu leur soutien. Amadou Ouattara, envoyé spécial de RTI 1 au parc d'exposition de la Porte de Versailles à Paris. La Côte d'Ivoire veut se donner les moyens de stimuler sa croissance économique par l'innovation technologique. Cette ambition passe aussi par le développement des startups évoluant dans le pays. Elle est perceptible
à travers la mobilisation de 2 ministres du gouvernement aux côtés des talents ivoiriens qui participent officiellement pour la première fois au Grand Salon de la technologie de l'Europe, Vivatech 2023. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a rejoint la délégation. Il se félicite de la mobilisation autour du stand orange, blanc et vert. Je me réjouis que beaucoup d'entre eux aient pu faire beaucoup de contacts. Certains ont pu nouer aussi des partenariats pour l'accompagnement de leurs start-up. Relativement à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, décrétant 2023 année de la jeunesse, le ministre Mamadou Touré ne manque pas d'encourager les jeunes, innovateurs et incubateurs qui, pour lui, sont des acteurs majeurs du secteur de l'économie numérique. Avec CI20, qui est la fêtière des start-up, nous avons pu lancer un programme en janvier 2023, le Start-up Boost Capital, avec un fonds de 1 milliard de francs CFA mis à la disposition des start-up ivoiriennes pour les aider dans le développement de leur business. Le ministère donc, de la Jeunesse est auprès des start-up à travers ce financement, mais aussi à travers d'autres initiatives en corrélation avec mon collègue dans l'économie numérique. Face à la presse internationale, à cette 7e édition du Salon international Vivatech à Paris, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, et son collègue du gouvernement, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, ont mis à profit toutes les occasions pour mettre en lumière l'écosystème numérique ivoirien. Évoqué au cours des entretiens, la mobilisation des fonds pour le financement aussi bien par l'État que le secteur privé de projets portés par des start-up innovantes. Ici, en Côte d'Ivoire, les examens à grand tirage de l'enseignement technique et professionnel ont démarré, et cela sur l'ensemble du territoire national. Plus de 28 000 candidats sont face à leurs copies depuis ce matin. Le lancement de ces épreuves écrites a eu lieu à l'école militaire préparatoire technique de Bangerville. Issaïo. EMPT, École militaire préparatoire technique de Bangerville. C'est cet établissement d'excellence militaire que le ministre Kofi Nguessan choisit pour lancer des examens à grand tirage de son département. Les épreuves démarrent par le français. Les épreuves ne sont pas si difficiles que ça. C'est la même chose comme en classe, comme les devoirs que nous avons faits. D'ici la proclamation des résultats, je sais que ça sera bon. Voilà, nous tous ici, on sera contents. Tout se passe bien. Ce matin, ils sont en train de composer en français. Donc, il y a quelques absents, mais bon, les choses se déroulent dans de bonnes conditions. Nous sommes au terme du processus qui a commencé depuis un peu plus d'1 mois. Nous avons été centre pour les épreuves physiques et sportives. Nous avons fini avec les épreuves de soutenance, les épreuves pratiques. Et nous sommes donc en train de clore le processus avec les épreuves écrites. J'espère que la moisson sera fructueuse et qu'on aura beaucoup d'admis sur toute l'étendue du territoire national. Pour sa part, le ministre Kofi Nguessan se réjouit de l'engouement suscité autour de l'enseignement technique et professionnel. L'idée, c'est vraiment d'encourager les jeunes à donner le maximum d'eux-mêmes, à faire en sorte que le niveau de notre formation s'élève davantage et que ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est l'employabilité. Si le niveau est bon, voilà l'employabilité. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de venir encourager les candidats, faire en sorte que durant ces 3 jours, les épreuves se passent dans de bonnes conditions et que les vacances commencent et que durant ces vacances aussi, on prépare la rentrée prochaine. Pour être développé aujourd'hui, il faut pouvoir innover, il faut pouvoir imaginer. Et les jeunes aujourd'hui qui sont dans la formation technique et la formation professionnelle ont cet avenir pour notre pays, pour notre continent. 28 511 candidats composent pour l'obtention du CAP, du BEP et du BP. Les élèves en classe de CM2, eux, connaissent depuis ce matin leurs résultats. 71,28% de réussite au certificat d'études primaires élémentaires CEPE 2023, une hausse de 6,52 points par rapport à 2022. C'est Forazegui. 71,28% de taux national de réussite. Ce sont les résultats de l'examen 2023 du certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Au terme des délibérations, 454 886 ont été déclarés admis. Le taux national d'admission au CEP pour la session 2023
est donc de 71,28%. Les résultats du CEP 2023 démontrent surtout que le système éducatif a repris de manière plus rigoureuse sa quête vers l'excellence. Un taux en hausse de 6,52 points qui place ainsi les filles en pole position. Analysés sous l'angle du genre, ces résultats révèlent que 225 212 filles sont admises sur 314 679 présentes, soit un taux de réussite de 71,57%. Et 229 674 garçons admis sur 323 492 présents, avec un taux de réussite de 71%. Le taux d'admission chez les filles est donc légèrement meilleur à celui des garçons. Selon la directrice de la DECO, le progrès réalisé cette année est dû au contexte de promotion hardie de l'excellence et de lutte contre la fraude. Ce taux de réussite constitue donc un indicateur rassurant. Après les chiffres à la direction des examens et concours, rendons-nous dans quelques établissements scolaires où les élèves ont reçu leurs résultats avec Patricia Kwaku et Sephora Zegui. École primaire publique, Cocody Danga. Sous cet arbre, les candidats au certificat d'études primaires et élémentaires, CEPE. Ils attendent avec impatience leurs résultats. 14 h, le directeur de l'école tient entre les mains l'enveloppe qui contient ses résultats. Quelques conseils d'usage avant la proclamation. Entre angoisse et espoir, les candidats ne tiennent plus. Enfin, la délivrance. C'est dans les larmes que Divine, future collégienne, décroche le précieux sésame. Je me sens bien. Je suis fière d'être ce que je suis aujourd'hui grâce à mes parents car ils m'ont beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir mon CP. Réussir à l'examen du CPE, c'est également l'affaire des parents. Ils n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Je suis vraiment heureuse pour le résultat de ma fille et pour le résultat de l'école surtout. Je dis vraiment merci au personnel d'enseignement. Non loin de là, l'EPP Château d'Eau 2. Ici, c'est également l'extase. Yanis et Grace, après 9 mois de cours, sont admis. Une occasion pour eux de rendre hommage à Dieu et à leurs parents. Je suis en joie d'avoir mon entrée en 6e. Merci Seigneur d'avoir fait pour que je puisse avoir mon entrée en 6e. Je suis en joie d'avoir eu mon examen. Je veux dire merci beaucoup à mes parents qui m'ont mis à l'école. 85 points sont requis pour être admis au certificat d'études primaires et élémentaires. Dans quelques semaines, les parents pourront faire le choix de l'établissement secondaire de leurs enfants. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a prononcé hier la conférence inaugurale de la 3e édition des Journées de la fonction publique sur le management de la transformation du service public. Moussa Sanogo a présenté les réformes, notamment celles qui ont été mises en œuvre en matière de gestion budgétaire. Grace Kando. Management de la transformation du service public, cas du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Un thème décortiqué par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État au cours de la conférence inaugurale de la 3e édition des Journées de la fonction publique. Moussa Sanogo présente les réformes engagées par son département ministériel et qui enregistrent des performances. Nous sommes vraiment concentrés sur les problématiques de digitalisation pour assurer donc la célérité dans l'exécution des travaux, mais également aussi sur l'utilisation de différents outils modernes donc pour faciliter notamment le suivi des activités aux frontières pour les questions douanières ou encore d'avoir des mécanismes de reporting rapprochés pour avoir une supervision efficace des entreprises publiques ou encore de se doter donc d'un mécanisme de gestion budgétaire qui instaure la redevabilité et qui soit axé sur les résultats comme le budget programme. Des réformes à propos qui séduisent plus d'un. J'aimerais vraiment que ce programme-là soit pérennisé pour que tous les citoyens ivoiriens s'intéressent au travail de l'administration. Nous allons faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse avoir un environnement favorable aux investissements, un environnement qui va permettre d'arriver à une économie industrialisée
et surtout permettre d'accroître la richesse nationale. La promotion des pratiques vertueuses dans la gestion des affaires publiques, une vision de la ministre de la fonction publique. Nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir donc non seulement valoriser le service public, mais valoriser également les animateurs de ce service public pour donner corps à cette vision, pour donner une image à cette vision du président de la République qui veut une administration publique performante. Les journées de la fonction publique qui durent 4 jours seront meublées par plusieurs panels liés à la gestion de l'administration publique et des cérémonies de distinction. Dans l'actualité politique, à 3 mois des élections locales, municipales et régionales, la Commission électorale indépendante, CEI, a rencontré les partis politiques et les potentiels candidats. Les échanges ont porté sur les conditions à remplir pour la validation d'une candidature. Chantal Akando. Le quota des 30% minimum des femmes dans la liste des candidats aux élections locales est une condition non négociable. Le président de la Commission électorale indépendante l'a souligné aux partis politiques et aux potentiels candidats. L'objectif est de mieux faire comprendre aux acteurs impliqués dans le processus des élections les règles et les réglementations qui régissent les élections locales. Le quota des 30% des femmes sur les listes. Ce n'est pas la commission qui le dit, c'est la loi qui le dit. Il faut procéder à une alternance. C'est-à-dire, si c'est une liste de 25 personnes, l'ordre doit être respecté. 1, 2, 3, jusqu'à 25. L'alternance va consister à alterner, à faire suivre l'un après l'autre ou l'une après l'autre candidature de sexe contraire. Si 1 est une femme, 2 doit être un homme. Cette rencontre contribue à renforcer la confiance avec les parties prenantes dans le processus électoral. Pour les participants, cette plateforme vient clarifier leurs nombreuses préoccupations. Cette rencontre avec la CEI, pour moi, j'appelle ça la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de mieux comprendre et de nous mettre à l'aise face à la machine électorale. Je saurai comment faire la transmission à mon équipe et aussi dans les villages. Il faudrait que nos sœurs, qu'on va choisir pour être sur cette liste-là, il ne faut pas qu'elles soient réservées. Il faut qu'elles osent, elles doivent avoir de l'audace pour qu'on puisse changer le paysage politique en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on est bien informé, on sait qu'on évite les situations regrettables lors du processus électoral. Et comme nous voulons tous un processus qui se fasse dans la paix et dans l'ordre, il était bon que les uns et les autres soient bien informés. Pour le président de la CEI, les dispositions légales sont essentielles pour assurer un déroulement harmonieux des élections et garantir ainsi l'intégrité du processus démocratique. Le travail que nous faisons peut contenir des erreurs, mais c'est ensemble que nous pouvons corriger ces erreurs-là. Elles n'ont pas, ces erreurs, la vocation à éliminer quelqu'un. Je vous demande donc d'être porteur de ce message de paix à l'endroit de tous les acteurs politiques. La commission, c'est leur allié. Nous ne sommes pas dans l'opposition. Nous sommes avec tous d'entre vous. La commission électorale indépendante a encouragé les partis politiques et les potentiels candidats à s'organiser efficacement en les invitant à consulter le site web de l'institution pour obtenir des informations supplémentaires si nécessaire. Ibrahim Cissé Bakongo est le candidat déclaré du RHDP pour les municipales du 2 septembre prochain. Il a été présenté officiellement par la direction de son parti, nous dit Sidonie Davila. Ces actions témoignent du développement qu'il veut impulser dans sa commune. Ibrahim Cissé Bakongo, le maire sortant de Koumassi, est le candidat déclaré du RHDP pour les municipales de 2023. Je dois en premier lieu exprimer ma profonde reconnaissance au président Alassane Ouattara. Il a décidé de porter à nouveau sa confiance sur moi pour ces élections du 2 septembre 2023 qui s'annoncent, en me désignant comme candidat, que je ferai en sorte d'être à la hauteur de cette confiance. Pour sa famille politique venue en nombre important lors de sa présentation officielle, Ibrahim Cissé Bakongo, cet homme dont les actions sont palpables à Koumassi, fait l'unanimité du parti. L'homme que je viens de vous présenter est un travailleur, c'est un guerrier. Bakongo va obtenir beaucoup de projets encore pour Koumassi auprès du président
Alassane Ouattara. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour présenter quelqu'un qu'on ne devrait pas présenter. Il s'agit de Cissé Bakongo. Ces élections qui arrivent sont très importantes pour nous, le RHDP, parce que nous avons le devoir de montrer notre force en attendant les élections 2025. Pour le grand bonheur de ces populations fortement mobilisées ce jour, Ibrahim Cissé Bakongo entend s'inscrire dans la continuité pour un Koumassi plus beau et plus vivable. Et le candidat désigné du RHDP pour les municipales à Grand Laou a lui rencontré les populations de la localité. Il leur a expliqué les enjeux du développement local. Ali Sissoko les a surtout invités à exercer leur droit de vote. Lancine Bakayeko. Elles sont sorties en grand nombre, les populations de Grand Laou, pour écouter les messages de paix, de rassemblement et de cohésion sociale du secrétaire départemental, du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP Ali Sissoko, par ailleurs candidat désigné pour les municipales du 2 septembre prochain. À Laou, nous avons prôné d'abord le regroupement, la cohésion au sein du RHDP, nous l'avons réussi. Et nous voulons maintenant la cohésion dans tout le département de Grand Laou. Grand Laou, ville carrefour aux énormes potentialités économiques, notamment touristiques, agricoles et culturelles, a besoin d'un leadership affirmé pour mettre en valeur tous ses atouts. Le candidat désigné, Ali Sissoko, entend bâtir autour de Grand Laou une équipe compétente, diversifiée, solide et dynamique. Une équipe composée de jeunes, de femmes et d'hommes de devoir. À titre symbolique, les femmes se sont engagées à payer la caution du candidat à ces municipales, signe de leur attachement indéfectible au RHDP. Ouvrons maintenant une page religion. Le mercredi 28 juin prochain, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski 2023. La date a été annoncée aujourd'hui par l'imam Sekou Silla, porte-parole du COSIM. Voyons cela avec Parka Reconnaît. Le mercredi 28 juin prochain, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. L'annonce a été faite par l'imam Sekou Silla, porte-parole du COSIM, en présence des responsables et membres du Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques et ceux du Conseil des imams sunnites à Missi-Codis. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que la station à Arafat aura lieu, Inch'Allah, le mardi 27 juin 2023. Ainsi, la fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le mercredi 28 juin 2023. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Les imams souhaitent par la même occasion bon retour à tous nos pèlerins. La fête de la Tabaski marque la fin du pèlerinage à la Mecque. Un moment spécial pour la communauté musulmane qui imite l'acte de foi du prophète Abraham à travers l'immolation d'une bête. Des pèlerins qui vont, eux, célébrer cette fête en terre sainte d'Arabie Saoudite. Ils viennent d'ailleurs d'effectuer la ziyara, la visite des lieux saints de la Mecque. Cette visite touristique leur a permis de s'imprégner davantage de la vie et de l'histoire du prophète de l'islam. Nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite, Abou Sanogo et Cissé Ibrahim. Ce sont des pèlerins mobilisés qui ont effectué la ziyarat, en temps des visites des lieux sacrés de l'islam. Une visite touristique qui leur a permis de voir les lieux saints de leur religion à la Mecque. Un acte conseillé dans l'islam. Accompagnés de leur guide, l'imam Fousséni Sanogo, ils se sont rendus au pied du mont Jabal Saour qui abritait la grotte, cachette du prophète Muhammad. C'est en ce lieu qu'il a trouvé refuge avec son fidèle compagnon Abou Bakr pour fuir les mécréants lorsque la situation à la Mecque était tendue. Cette montagne fascine et intéresse le monde entier par son histoire et l'événement particulier qui s'y est déroulé. Autre site visité, le mont Jabal Haman et le mont Arafat. Cette colline est l'endroit où le prophète Muhammad aurait donné son serment d'adieu aux musulmans qui l'avaient accompagné pour le Hajj à la fin de sa vie. Muzdalifa et Mina ont été également visités. C'est au pied du mont Jabal Ar-Nour que la visite s'est achevée. Cette montagne abrite la grotte de Hira, où le prophète Muhammad a reçu les premières révélations de Dieu.
Autrement dit, que le Coran lui a été révélé par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. C'est ma première fois de voir ça. Vraiment, ça nous a apporté beaucoup de choses. Parce qu'on croit Dieu avant, mais c'est plus maintenant. Avant d'être ici, on entendait parler. Mais le vivre, ça c'est une autre chose. Donc vraiment, on est content. C'est difficile d'expliquer ce qu'on ressent. Je souhaite que tout musulman vienne en ce lieu pour voir réellement ce qu'il y a dans la vie musulmane. L'encadreur Fousseni Sanogo situe l'importance de cette visite touristique des lieux sacrés de l'islam. Quand il y a ce montagne-là, que le prophète montait là-bas pour aller adorer Allah, donc on sait que ce n'est pas facile. Donc on n'a qu'à se donner. Donc on dit aux pèlerins, nous aussi, on doit être patients. La Mecque est le centre du monde musulman. Elle est la ville la plus sacrée de l'islam. Voilà des images de la Mecque qui viennent mettre fin à ce 20h. Retrouvez tout à l'heure, RTI 1 reçoit un numéro consacré ce soir au monde culturel. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, sera face à Hamza Diaby. Très bonne fin de soirée à tous et à demain.